Est-ce que vous vous êtes déjà demandé jusqu'où peut aller un homme trahi et détruit par ceux qu'il considérait comme ses amis les plus proches, et si la vengeance méthodiquement planifiée pendant des années peut vraiment apporter la justice, la paix intérieure, ou si elle ne fait qu'empoisonner davantage l'âme de celui qui la poursuit obsessionnellement, car dans le conte de Monte Cristo, nous découvrons l'histoire extraordinaire et tragique d'Edmond Dantès, Pierre Ninet, un jeune marin. Marseillais de 24 ans, honnête travailleur et profondément amoureux, qui possède un cœur généreux et une confiance naïve en la bonté humaine, et qui s'apprête à épouser la ravissante Mercedes, Anaïs de Moustier. Une jeune femme catalane d'une beauté saisissante qu'il aime passionnément depuis l'adolescence et avec qui il rêve de construire une famille heureuse et prospère en dirigeant les navires marchands de son bienfaiteur l'armateur Morel, mais dont l'existence idyllique va être brutalement anéanti par la jalousie venimeuse, la cupidité sans scrupules et les ambitions politiques impitoyables de trois hommes qui orchestreront sa chute avec une cruauté calculée et systématique. L'intrigue machiavélique commence quand Edmond revient triomphalement à Marseille en 1815 après avoir assumé temporairement le commandement du navire marchand Pharaon suite à la mort subite du capitaine Leclerc pendant une escale à l'île d'Elbe, où il a innocemment rencontré l'empereur déchu Napoléon Bonaparte, qui lui a confié une lettre mystérieuse destinée au maréchal, né à Paris, et cette mission apparemment anodine va devenir l'instrument de sa destruction totale, car elle sera exploitée par ses ennemis pour le faire passer pour un conspirateur bonapartiste dangereux à une époque où la restauration monarchique traque impitoyablement tous les partisans de l'empereur exilé. Fernand Mondego, Bastien Bouillon, le cousin jaloux de Mercedes qui l'aime secrètement depuis des années et qui ne supporte pas de la voir heureuse avec un autre homme, surtout un simple marin qu'il considère comme son inférieur social, forme une alliance diabolique avec Danglars, Patrick Mille, le comptable cupide et envieux du navire qui convoite la position d'Edmond et qui rêve de s'approprier les bénéfices commerciaux de l'armateur Morel, et avec Gérard de Villefort, Laurent Lafitte, un procureur du roi ambitieux et sans scrupules qui cache soigneusement ses propres sympathies bonapartistes passées et qui voit dans l'accusation d'Edmond une opportunité parfaite de démontrer son zèle monarchiste aux autorités royalistes et d'accélérer sa carrière politique en sacrifiant un innocent. Le plan perfide s'exécute avec une précision chirurgicale le jour même des fiançailles d'Edmond et Mercedes, quand Danglars rédige anonymement une lettre de dénonciation accusant faussement Edmond de conspiration bonapartiste en se basant sur la mission secrète qu'il a accomplie pour Napoléon, et Fernand se charge de remettre cette lettre empoisonnée aux autorités royalistes pendant que Villefort, qui devrait normalement défendre l'innocence d'Edmond, décide au contraire de l'envoyer secrètement au terrible château d'If pour faire disparaître toutes les preuves qui pourraient compromettre sa propre famille, car il découvre que la lettre de Napoléon était destinée à son propre père, le comte de Noirtier, un bonapartiste notoire. Edmond se retrouve ainsi brutalement arraché à sa fiancée éplorée et à ses rêves de bonheur pour être jeté dans les cachots humides et glaciales du château d'If, cette prison politique redoutable construite sur un îlot rocheux au large de Marseille, où les prisonniers politiques les plus dangereux croupissent dans l'oubli total sans espoir de procès équitable ni de libération, et où beaucoup sombrent progressivement dans la folie, ou meurent lentement de désespoir et de maladie dans l'indifférence générale des autorités, qui préfèrent les laisser pourrir plutôt que de risquer de révéler leurs secrets d'État embarrassants. Pendant 14 longues années interminables d'emprisonnement injuste et de souffrances physiques et morales indescriptibles dans des conditions inhumaines, dégradantes, où la vermine ronge sa peau et où l'humidité glaciale pénètre jusqu'à ses os fragiles, Edmond survit miraculeusement grâce à sa rencontre providentielle avec l'abbé Faria, Pier Francesco Favino, un prêtre italien mystérieux, érudit et extraordinairement cultivé, emprisonné depuis 20 longues années pour des raisons politiques. Complexe, qui devient progressivement son mentor spirituel, intellectuel et paternel, et qui lui enseigne patiemment, méthodiquement, pendant des heures quotidiennes, les langues anciennes sophistiquées comme le latin, le grec et l'hébreu, et les langues modernes essentielles comme l'anglais, l'allemand et l'espagnol, ainsi que les mathématiques avancées, la géométrie complexe, la philosophie aristotélicienne et cartésienne, l'histoire universelle des civilisations, l'économie politique moderne, les sciences naturelles expérimentales, l'art noble de l'escrime française et italienne, les stratégies militaires classiques, l'art subtil et dangereux de la vengeance calculée et méthodique, et surtout les secrets psychologiques de la manipulation humaine, et qui lui révèle solennellement avant de mourir paisiblement dans ses bras l'emplacement géographique précis du fabuleux trésor légendaire des spadas soigneusement cachés depuis des siècles sur l'île rocheuse et déserte de Monte Cristo, un héritage ancestral.
Fabuleux de plusieurs millions de francs or en pièces anciennes, en lingots précieux, en bijoux inestimables et en œuvres d'art rares qui permettra à Edmond de financer complètement sa transformation sociale radicale et sa vengeance sophistiquée contre tous ses ennemis. Quand Edmond s'évade finalement du château d'If en 1829 grâce à un stratagème ingénieux impliquant la mort de l'abbé Faria, il découvre avec amertume que le monde qu'il avait quitté a complètement changé et que tous ceux qu'il aimait ont refait leur vie en l'oubliant car Mercédès, désespérée de ne jamais le revoir, a épousé Fernand qui est devenu le comte de Morcerf grâce à ses exploits militaires en Grèce et à ses manipulations politiques. Habile et Danglars est devenu un banquier influent et richissime qui contrôle une grande partie du système financier parisien, tandis que Villefort occupe maintenant le poste prestigieux de procureur général du roi et jouit d'une réputation de magistrat intègre et incorruptible. Transformé complètement physiquement, psychologiquement et spirituellement par ces 14 années terribles de captivité qui ont durci son corps, amaigri son visage et blanchi prématurément ses cheveux et enrichi fantastiquement au-delà de toute imagination par le trésor colossal et légendaire de Monte Cristo qui fait de lui l'un des hommes les plus riches d'Europe, Edmond adopte méticuleusement l'identité aristocratique sophistiquée raffinée du comte de Monte Cristo. Un mystérieux millionnaire. Cosmopolite polyglotte qui a prétendument voyagé dans le monde entier depuis l'Orient mystérieux jusqu'aux Amériques sauvages et qui fascine irrésistiblement et intrigue profondément toute la haute société parisienne snob et superficielle par son élégance naturelle, innée, sa culture encyclopédique impressionnante, ses manières exquises parfaitement maîtrisées, sa générosité légendaire et spectaculaire envers les nécessiteux et les artistes et ses connaissances approfondies dans tous les domaines possible depuis la Renaissance jusqu'aux sciences modernes, mais qui cache soigneusement sous cette façade charmante, séduisante et bienveillante un plan de vengeance diabolique, d'une complexité mathématique et d'une cruauté psychologique extraordinaire qui va détruire méthodiquement, implacablement et impitoyablement chacun de ses trois ennemis mortels en exploitant minutieusement leurs propres faiblesses caractérielles, leurs vices secrets, leurs ambitions démesurées et leurs crimes passés, les plus inavouables et les plus compromettants. Sa vengeance minutieusement orchestrée contre Fernand, devenu le comte de Morcerf, commence stratégiquement par la révélation publique scandaleuse et dévastatrice de ses crimes de guerre atroces et lâches commis en Grèce, où il a traîtreusement trahi et vendu comme esclave sur les marchés de Constantinople Ali Pacha de Janina, le gouverneur légitime et sa famille innocente, y compris sa fille bien-aimée aidée après avoir hypocritement feint de les protéger contre les Turcs. Et cette révélation explosive, soigneusement orchestrée devant le Sénat français indigné par un témoin oculaire irréfutable, détruit instantanément et irrémédiablement sa réputation militaire héroïque et sa carrière politique brillante et le pousse au suicide désespéré par balle dans son bureau somptueux, tandis que Mercédès découvre horrifiée et dégoûtée la véritable nature criminelle et cupide de son mari qu'elle croyait honorable et comprend enfin avec un mélange de joie et de terreur l'identité réelle mystérieuse du comte élégant et généreux qui n'est autre qu'Edmond Dantès, son premier amour passionnel qu'elle croyait mort depuis tant d'années douloureuses et qu'elle n'a jamais cessé de pleurer secrètement dans son cœur fidèle malgré son mariage de confiance avec Fernand. Pour Danglars, devenu un banquier influent, richissime et arrogant qui contrôle maintenant une grande partie du système financier européen et qui jouit d'une réputation internationale de génie des affaires, le comte organise une ruine financière spectaculaire, totale et méthodique en manipulant habilement et subtilement les marchés financiers volatiles de Paris, Londres et Vienne grâce à ses agents secrets placés stratégiquement dans toutes les bourses importantes et en exploitant impitoyablement la cupidité aveugle, pathologique et l'arrogance démesurée du banquier qui se laisse séduire par des investissements apparemment lucratifs mais en réalité truqués et qui se retrouve progressivement dépouillé complètement de toute sa fortune colossale accumulée pendant des décennies d'exploitation et de spéculation et contraint de fuir honteusement et pathétiquement Paris à pied comme un vagabond pour échapper à ses créanciers furieux et vindicatifs et aux poursuites judiciaires impitoyables qui le menace et il finira ses jours dans la pauvreté absolue et l'humiliation sociale complète en mendiant dans les rues de Rome loin de tout le luxe ostentatoire et de toute la considération sociale respectueuse qu'il avait si ardemment recherchée et qu'il croyait avoir définitivement conquis. Villefort subit la vengeance la plus sophistiquée et la plus cruelle car le comte révèle progressivement tous ses secrets de famille les plus sombres, notamment le fait qu'il a tenté d'assassiner son propre fils illégitime en l'enterrant vivant et que sa femme empoisonne systématiquement tous les membres de sa belle famille pour hériter de leur fortune, et cette série de révélations et de scandales détruit complètement sa carrière, sa réputation et sa santé mentale et le plonge dans une folie désespérée qui le mène à l'autodestruction totale.
Mais au moment de savourer pleinement sa vengeance accomplie, Edmond découvre avec horreur que son obsession destructrice a également empoisonné son propre cœur et détruit sa capacité d'aimer et de pardonner, et il réalise que la haine peut consumer celui qui la nourrit autant que ses victimes, et que seul l'amour véritable et le pardon peuvent vraiment libérer l'âme humaine de ses chaînes les plus lourdes, et il trouve finalement la rédemption et la paix intérieure en renonçant à ces dernières. Vengeance et en choisissant de consacrer sa fortune immense à faire le bien autour de lui. Le conte de Monte Cristo nous enseigne que la justice véritable ne peut jamais être obtenue par la vengeance personnelle car celle-ci ne fait que perpétuer le cycle infernal de la violence et de la haine et que le pardon n'est pas un signe de faiblesse mais la plus grande force dont dispose l'être humain pour briser les chaînes du passé et construire un avenir meilleur et que la richesse et le pouvoir ne valent rien s'ils ne sont pas mis au service de l'amour et de la compassion et que parfois, il faut perdre tout ce qu'on croit important pour découvrir ce qu'il est vraiment.